À chaque fois que la société saigne, le même rituel s'installe. Des projecteurs s'allument, les politiques prennent le micro et le coupable idéal est désigné. Le jeu vidéo. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Aux États-Unis, des présidents comme Barack Obama ou Donald Trump ont tour à tour suggéré un lien entre les jeux violents et les tragédies bien réelles. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. Entre 1993 et 2020, alors que l'industrie du jeu vidéo explosait, passant de moins de 10% à plus de 70% de jeunes joueurs, le taux de crimes violents aux États-Unis a chuté de plus de 48%. Le paradoxe est alors total. Alors pourquoi cette industrie qui brasse aujourd'hui des milliards reste-t-elle la cible favorite de panique morale? Est-ce un danger réel ou simplement le bouc émissaire d'une société incapable de regarder ses propres fractures en face? Pour comprendre, il faut remonter le temps. La diabolisation des nouveaux médias n'a rien de nouveau. Dans les années 50, c'était la bande dessinée qui détruisait la jeunesse. Le psychiatre Frédéric Wertham affirmait dans son livre Seduction of the Innocent que les comics créaient des délinquants. Superman itself is the symbol of force, power and violence. That is what he represents. Résultat, une panique morale et l'instauration du Comics Code Authority qui a aseptisé l'industrie. Le jeu vidéo n'a fait que reprendre le flambeau. En 1976, le jeu d'arcade Death Race, où l'on écrasait des petits bonhommes en bâton, provoquait déjà l'ire des médias sans aucune preuve scientifique de sa nocivité. Is it harmful? To the extent that it again sanctions practice, training, learning how to hurt, kill other people. Mais c'est dans les années 90, avec l'arrivée d'une violence graphique plus réaliste dans Mortal Kombat et Doom, que la machine s'emballe. Face à la pression des sénateurs américains en 1993, l'industrie a dû s'autoréguler pour éviter la censure gouvernementale, créant ainsi le SRB, le système d'évaluation par âge. Mais l'indignation politique finit toujours par sonner creux, sans caution scientifique. Pour valider le mythe, les chercheurs ont donc dû quitter les tribunaux pour les laboratoires, troquant la logique pour de la sauce piquante. Pour prouver que les pixels transforment les adolescents en prédateurs, certains chercheurs ont eu recours à des protocoles qui frisent le ridicule. L'une des expériences les plus célèbres est celle de la sauce piquante. Le principe est celui-ci. On fait jouer un cobaye à un jeu violent, puis on lui demande de préparer un échantillon de nourriture pour un tiers qui, précise-t-on, déteste ce qui est épicé. Si le joueur met trop de sauce, il est déclaré agressif. Cette expérience ferait sourire si elle ne servait pas de base à des rapports d'experts. Mais il est évident que ces tests ne mesurent pas la violence. Ils mesurent la compétitivité ou l'agacement passager. Verser de la sauce ou appuyer sur un bouton de volume n'a strictement aucun rapport avec l'intention de commettre un crime de sang. Pourtant, c'est sur ces preuves de laboratoire qui durent à peine quelques minutes que l'on tente de bâtir une corrélation avec des tragédies nationales. Même l'APA, l'American Psychological Association, a fini par l'admettre. Ces effets de laboratoire sont minuscules, s'évaporent quasi instantanément et échouent systématiquement à prédire le moindre acte criminel dans la vie réelle. Malgré l'absence de preuves traduisant ces effets de laboratoire en comportement criminel réel, la panique, elle, s'exporte très bien. Sauf qu'à l'international, face à ce mirage pixelisé, chaque bloc a choisi d'imposer ses propres règles du jeu. Et le contraste est saisissant. La perception de cette violence varie radicalement selon la géographie. Aux États-Unis, la Cour suprême a tranché en 2011. Les jeux vidéo sont protégés par le premier amendement au titre de la liberté d'expression, invalidant les tentatives de loi étatique visant à en interdire la vente aux mineurs. En Europe, l'approche est différente. Le système PJ, lancé en 2003, harmonise l'information pour les parents avec des descripteurs précis de violences fantastiques ou réalistes. Mais certains pays vont beaucoup plus loin. L'Allemagne s'est longtemps appuyée sur son code pénal pour confisquer des jeux glorifiant la violence, forçant les éditeurs à censurer leurs œuvres pour ce marché. L'Australie, elle, refuse tout simplement de classifier certains jeux à fort impact sanglant, interdisant de fait leur commercialisation. Ces mesures reflètent souvent des priorités morales plutôt que des preuves empiriques de dangerosité. L'analyse des données montre qu'environ
seulement 14% des auteurs de fusillades de masse jouaient à des jeux vidéo violents, un taux paradoxalement inférieur à la prévalence chez les jeunes en général. Les véritables prédicteurs de la violence criminelle sont complexes. La dynamique familiale, la délinquance des pères, le statut socio-économique et les antécédents de santé mentale. Mais ces problèmes exigent un courage politique et des investissements massifs. Le jeu vidéo, lui, ne coûte rien à accuser, tant qu'il sera plus facile de faire le procès d'une ligne de code plutôt que d'un système défaillant. Les pixels continueront de saigner à la place de la société.